Le soleil de plomb tapait sur le pare-brise, aveuglant presque. J'avais l'impression d'être dans un four. Les paysages défilaient, monotones, des champs à perte de vue, puis des villages endormis sous la chaleur. Je ne comprenais pas. Pas du tout. Ce n'était pas une blague, ça, c'était... C'était quoi? Une sale histoire, voilà ce que c'était. Mon cœur battait la chamade, un tambour fou dans ma poitrine. J'essayais de me raisonner, de me dire que ça allait s'arranger, qu'elles allaient revenir, qu'elles allaient se rendre compte de leurs bêtises. Mais au fond de moi, une petite voix me murmurait que non. Dépêche-toi, Monique, on va être en retard. C'est ce qu'elle avait dit, ma belle-fille. Et sa mère, juste à côté, un sourire carnassier aux lèvres. Des vipères. Elle m'avait toujours regardé de travers, mais là, c'était d'une cruauté que je n'imaginais même pas. Et moi, là-dedans, une vieille dame, abandonnée. À des kilomètres de chez moi. Le mot débrouille-toi résonnait encore dans mes oreilles, suivi d'un rire qui m'avait glacé le sang. Elles avaient accéléré, me laissant là, sur le bord de la route, avec juste mon sac et mes quelques affaires. Je regardais autour de moi. Un panneau indiquait « Motel Les Fleurs du Soleil ». Pas vraiment un palace. L'enseigne était défraîchie, les néons clignotaient faiblement. C'était là mon refuge? J'avais l'impression d'être dans un mauvais film. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de chasser la panique qui montait. Il fallait que je réfléchisse, que je trouve une solution. Mais comment? Sans argent, sans personne. Le soleil continuait de taper, implacable. Je sentais la sueur couler le long de mon dos. La honte me montait aux joues. J'ai fermé les yeux un instant, me concentrant sur le bruit des voitures qui passaient, s'éloignant, m'ignorant. Personne ne s'arrêtait. Personne ne semblait voir cette vieille femme seule, perdue. La nuit allait tomber bientôt. L'angoisse se faisait plus pressante. Le soleil tapait toujours, mais il commençait à baisser dans le ciel. La chaleur écrasante se faisait un peu moins intense, laissant place à une lumière dorée, presque douce, qui allongeait les ombres sur le bitume. J'étais toujours là, devant ce motel miteux, le sac posé à mes pieds, le cœur battant toujours aussi fort. Les voitures passaient, certaines ralentissaient un peu, comme si les conducteurs jetaient un coup d'œil curieux, mais aucune ne s'arrêtait. C'était comme si j'étais invisible, une vieille dame figée dans le temps, oubliée par le monde. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient un peu. J'ai senti une vague de tristesse m'envahir, une tristesse profonde, presque insondable. Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça? J'avais toujours été là pour mon fils, pour cette famille. J'avais donné tout ce que j'avais, mon temps, mon argent, mon amour. Et voilà comment on me remerciait. Lâché comme une vieille chaussette sur le bord de la route, à des kilomètres de chez moi, sans un sou, sans un moyen de rentrer. Un petit groupe de jeunes est sorti du motel, riant et parlant fort. Ils m'ont jeté un regard rapide, un regard qui ne disait rien, ou plutôt qui disait tout. Qu'est-ce que cette vieille fait là? J'ai baissé les yeux, incapable de soutenir leur regard. La honte, encore. La honte d'être là, seule, vulnérable. J'ai pensé à ma maison, à mon jardin, à mes voisins. J'ai pensé à tout ce que j'avais laissé derrière moi, sans même un au revoir. Monique et sa mère. Leur rire résonnait encore dans ma tête. Ce rire gras, moqueur, qui m'avait transpercé le cœur. Elles avaient dû s'amuser comme des folles en me voyant là, avec mon petit sac, l'air aussi perdu qu'un chaton abandonné. C'était ça, leur idée de la vengeance? Me laisser me débrouiller toute seule? C'était plus que de la méchanceté, c'était de la cruauté pure, calculée. J'ai senti une larme rouler sur ma joue. Puis une autre. Je n'ai pas essayé de les retenir. Elles étaient là pour me rappeler la réalité de ma situation. J'étais une vieille dame seule, sans ressources, abandonnée par sa famille. Le mot « abandonnée » me pesait comme une enclume. C'était un mot que je n'aurais jamais cru devoir prononcer pour moi-même. J'ai regardé le panneau du motel. Les fleurs du soleil. L'ironie de la chose était presque comique. Des fleurs fanées, un soleil qui brûle plutôt que de réchauffer. J'ai essayé de me ressaisir. Il fallait que je trouve une solution. Je ne pouvais pas rester là, à attendre que quelqu'un me remarque, ou pire, qu'il me rejette. J'ai ouvert mon sac. Il n'y avait pas grand-chose, une vieille robe, quelques sous-vêtements, un livre de poche et mon portefeuille. J'ai fouillé dedans. Quelques billets froissés, à peine de quoi acheter un café. Et ma carte bancaire. Mais sans code, sans moyen de la faire fonctionner, elle ne servait à rien.
J'ai sorti mon téléphone. Plus de batterie. Bien sûr. Elles avaient dû s'assurer que je ne puisse pas appeler à l'aide. J'ai regardé autour de moi. La route était toujours là, avec ses voitures qui filaient sans se soucier de moi. Le motel, avec sa façade délabrée et ses lumières clignotantes. Et moi, au milieu de tout ça, une épave échouée. Une pensée m'a traversé l'esprit, une pensée sombre, mais peut-être la seule solution. Si je pouvais juste entrer dans ce motel, trouver une chambre pour la nuit. Mais comment payer? Je n'avais pas un sou. Et je ne voulais pas mendier. Pas après tout ce que j'avais fait pour eux. J'ai fermé les yeux, essayant de me calmer. Je devais rester digne. Je devais trouver une autre voie. La nuit tombait vraiment maintenant. Le ciel virait au violet et à l'orange. Les lumières du motel commençaient à scintiller, promettant un peu de réconfort, mais aussi une nouvelle incertitude. J'ai regardé le panneau une dernière fois. Les fleurs du soleil. Peut-être que même dans un endroit aussi délabré, il y avait une petite lueur d'espoir. Il fallait que je me bouge. Il fallait que je fasse quelque chose. Je ne pouvais pas me laisser abattre comme ça. Pas encore. Je n'étais pas encore vaincu. Le soleil commençait à décliner, jetant de longues ombres sur la route. J'étais toujours là, devant ce motel impersonnel, un endroit qui sentait le renfermé et le désespoir. Les voitures passaient, indifférentes. Chacune d'elles me rappelait celle qui m'avait laissé ici, une machine de ferraille qui m'avait jeté comme un vulgaire déchet. J'avais beau me dire que ce n'était qu'un mauvais rêve, la réalité me frappait de plein fouet. Mes jambes tremblaient, pas seulement à cause du froid qui commençait à s'installer, mais surtout à cause de la peur qui me rongeait. 49 kilomètres, c'était déjà loin, mais 490, c'était une autre histoire. Une distance infranchissable pour une femme de mon âge, avec mes maigres moyens. J'ai serré mon petit sac contre moi, le seul vestige de ma vie d'avant. Dedans, quelques affaires, des photos jaunies, et surtout, le souvenir cuisant de leur rire. Ce rire, gras et méchant, résonnait encore dans mes oreilles. « Débrouille-toi, belle-mère !» Ces mots, il les avait hurlés juste avant que la voiture ne file, me laissant seule face à l'inconnu. J'avais d'abord cru à une mauvaise plaisanterie, un de ces coups montés qui font rire les jeunes. Mais quand le moteur s'est tu et que le silence s'est fait, un silence lourd, oppressant, j'ai compris. C'était réel. Et c'était cruel. J'ai regardé le ciel, cherchant une explication, un signe. Rien. Juste un bleu qui virait au gris, annonçant la nuit. Mes pensées se sont tournées vers mon fils. Comment pouvait-il laisser faire ça? Lui qui me disait m'aimer, lui qui jurait que je comptais plus que tout. Est-ce qu'il était au courant? Est-ce qu'il avait comploté avec sa femme, avec sa mère? L'idée même me donnait la nausée. J'avais toujours essayé d'être une bonne mère, une bonne belle-mère, même si les débuts avaient été compliqués avec cette femme. Elle n'avait jamais vraiment accepté mon rôle dans la vie de son fils, et moi, je n'avais jamais vraiment compris son attitude. Un frisson m'a parcouru. Il fallait faire quelque chose. Rester là, à attendre que le ciel me tombe sur la tête, n'allait servir à rien. J'ai regardé autour de moi. Le motel, cette route déserte, les champs qui s'étendaient à perte de vue. Il n'y avait pas âme qui vive. J'ai repensé à ce qu'elles avaient dit. Débrouille-toi. Elles avaient misé sur mon incapacité à me sortir de là. Elles avaient parié que je finirais par me noyer dans ma propre impuissance. Mais ils se trompaient. Ils se trompaient lourdement. J'avais peut-être l'âge, mais j'avais aussi une volonté de faire, une volonté forgée par des années de vie, de combat. J'ai fait un pas. Puis un autre. Je ne savais pas où j'allais, ni comment j'allais faire. Mais je savais une chose, je ne pouvais pas rester là. Il fallait avancer. Il fallait trouver une solution. L'idée de retourner chez moi, de retrouver mon foyer, me donnait la force nécessaire. Je ne pouvais pas me laisser abattre par cette lâcheté. Non, jamais. Il y avait une fierté en moi, une dignité qu'elle n'avait pas réussi à entamer. J'allais me battre. Pour moi. Et peut-être, un jour, pour leur montrer qu'une vieille dame peut être plus forte qu'elle ne l'imaginait. Le chemin serait long, je le sentais, mais chaque pas me rapprocherait d'une forme de justice. La nuit était tombée, une nuit noire, sans étoiles, comme si le ciel lui-même avait décidé de se voiler. La température avait chuté, et un vent frais, mordant, commençait à s'infiltrer sous mon manteau usé. Je n'avais pas le choix. Rester là, figé par le froid et le désespoir, c'était une mort lente. Il fallait bouger. J'ai jeté un dernier regard au panneau lumineux du motel, les fleurs du soleil,
un nom qui sonnait comme une blague cruelle dans ce décor de désolation. Puis, j'ai tourné le dos, le petit sac serré contre moi, et j'ai commencé à marcher. La route était déserte. Le bruit des rares voitures qui passaient, loin, sur l'autoroute, ne faisait qu'accentuer mon isolement. Je marchais sans but précis, le cœur battant la chamade, chaque pas une petite victoire contre la peur. Mes jambes, engourdies par l'attente et le froid, protestaient, mais ma volonté était plus forte. Je pensais à mon fils. Comment avait-il pu? Comment avait-il pu laisser sa femme et sa mère me faire ça? Lui, qui me serrait dans ses bras il n'y a pas si longtemps, me disant que j'étais la meilleure mère du monde. Des mots creux, manifestement. Des promesses en l'air. L'idée qu'il ait pu être complice de cette machination me tordait les entrailles. J'ai croisé une station-service, une de ces petites lumières solitaires dans l'obscurité. Une âme charitable? Peut-être. J'ai hésité. Entrer, demander de l'aide? Mendier? L'idée me répugnait. J'avais toujours été une femme fière, indépendante. Mais la fierté, ça ne nourrit pas, et ça ne réchauffe pas. J'ai décidé de tenter ma chance. La porte automatique s'est ouverte dans un sifflement, me projetant dans un monde de néons criards et d'odeurs de café tiède et de plastique bon marché. Un jeune homme, l'air blasé, était derrière le comptoir, occupé à lire un magazine. Il a levé les yeux sans grand intérêt quand je suis entrée. J'ai senti son regard me déshabiller, s'attardant sur mes vêtements fatigués, mon sac élimé. J'ai senti la gêne monter, cette sensation d'être jugée, d'être une erreur de la nature dans ce lieu aseptisé. « Bonsoir », ai-je murmuré, la voix rauque. Il a hoché la tête, sans un mot. J'ai pris une profonde inspiration. « Excusez-moi, monsieur. Pourriez-vous m'aider? Je suis perdu. Et je n'ai plus beaucoup d'argent. » Il a reposé son magazine, un léger sourire aux lèvres, un sourire qui ne disait rien de bon. « Perdu? Et vous venez de loin, j'imagine? » « Oui, » ai-je répondu, évitant son regard. « Très loin. » Il a fait le tour du comptoir, s'est approché de moi, et a posé une main sur mon épaule. Un geste qui se voulait peut-être rassurant, mais qui m'a glacé jusqu'aux os. « Vous savez, madame, ce n'est pas le genre d'endroit où on vient chercher de l'aide comme ça. On vend du carburant, des cigarettes, des sandwichs. Pas des solutions. » Son ton était condescendant, presque moqueur. J'ai senti mes joues s'empourprer. C'était pire que tout. Être traitée comme une clocharde, une mendiante, par un gamin qui n'avait pas connu la moitié de ce que j'avais vécu. Je voulais juste savoir s'il y avait un téléphone. Ou si vous pouviez me dire comment rejoindre la ville la plus proche. La ville la plus proche, c'est à une bonne heure de là, en voiture, a-t-il dit, en désignant la route par laquelle j'étais venue. Et pour le téléphone, il y a une cabine dehors, mais elle ne marche plus depuis des mois. Il a marqué une pause, son regard balayant mon visage. Vous n'avez pas de téléphone portable, madame? Le mien. Il est cassé, ai-je menti, serrant mon sac. J'avais peur. Peur de leur réaction si je disais la vérité. Il a haussé les épaules. Bon, désolé. On ne peut pas faire grand-chose pour vous. Vous voulez un café? C'est 2 €. 2 €. Je n'avais pas même de quoi me payer un café. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. La honte, la colère, le désespoir. Tout se mélangeait en une bouillie amère. Non, merci, ai-je dit, la voix tremblante. Merci quand même. J'ai tourné les talons et je suis ressorti dans la nuit froide. Le sifflement de la porte automatique qui se refermait derrière moi sonnait comme un verdict. Seul. Complètement seul. Le vent semblait murmurer les mots qu'elle m'avait criés. « Débrouille-toi !» Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je ne pouvais pas rester là. Il fallait continuer. Avancer. Même dans le noir. Même sans savoir où le chemin me mènerait. Une chose était sûre, je ne me laisserais pas abattre. Jamais. Le vent me fouettait le visage, une gifle glacée qui semblait vouloir me réveiller de ce cauchemar éveillé. La station-service s'éloignait, sa lumière artificielle se noyant peu à peu dans l'obscurité grandissante. Mes pas résonnaient sur l'asphalte, un bruit solitaire qui se perdait dans le murmure du vent. Où aller? La question tournait en boucle dans ma tête, sans trouver de réponse. La ville la plus proche, disait le jeune homme. Mais combien de temps faudrait-il pour y arriver à pied? Des heures, sans doute. Des heures dans le froid, dans la peur. Je regardais autour de moi. Des champs à perte de vue, sombres et silencieux.
Des arbres décharnés se dressaient comme des spectres dans la nuit. J'étais seule, une petite chose fragile abandonnée au milieu de nulle part. L'image de leur rire, de leur méchanceté pure, me revenait sans cesse. Débrouille-toi. Ce n'était pas une blague. C'était une sentence. Ils avaient voulu me humilier, me briser. Et pendant un instant, j'ai cru qu'ils avaient réussi. Une vague de désespoir m'a submergée, me donnant envie de m'écrouler sur le bord de la route et de ne plus bouger. Mais alors, j'ai pensé à mon fils. Mon petit Thomas. Comment pouvait-il avoir laissé faire ça? Lui, qui me serrait fort dans ses bras, qui me disait que j'étais sa seule famille, son roc. Était-il au courant? Avait-il fermé les yeux? Ou pire, avait-il comploté avec cette femme, cette Élise, et sa mère, cette Odile, pour me jeter dehors comme une vieille chaussette? L'idée me donnait la nausée. J'avais toujours essayé d'être une bonne belle-mère, malgré les débuts difficiles avec Élise. Elle n'avait jamais vraiment accepté ma présence dans la vie de Thomas. Je n'avais jamais compris pourquoi. Un frisson plus intense que le froid me parcourut. Non. Je ne pouvais pas me laisser abattre. Pas maintenant. Pas ici. J'avais peut-être 68 ans, mes jambes étaient lourdes et mes forces diminuaient, mais il me restait quelque chose qu'elle n'avait pas réussi à m'enlever, ma volonté. Ma fierté. Ma dignité. Elle pensait me réduire à néant, me faire implorer leur pitié. Mais elle se trompait. Elle se trompait lourdement. Je me suis redressée, le dos droit, malgré la douleur dans mes reins. J'ai serré mon sac contre moi, comme pour me donner du courage. Dedans, il y avait mes photos, mes souvenirs. Des fragments de ma vie. Et surtout, il y avait l'espoir. L'espoir de retrouver mon foyer, mon petit appartement à Lyon, mes voisins avec qui je prenais le café le matin. Cet espoir était ma seule arme. J'ai repris ma marche, le pas un peu plus ferme. Je ne savais pas où j'allais, mais j'avançais. Chaque pas était une petite victoire. Je me concentrais sur le rythme de mes pas, sur le souffle de mon corps, pour ne pas penser à l'immensité de la tâche qui m'attendait. 490 kilomètres. C'était une montagne. Mais je ne regardais pas la montagne entière. Je regardais le prochain pas. Et le suivant. Le ciel était d'un noir d'encre, sans une étoile pour me guider. La lune, si elle existait, était cachée derrière une épaisse couche de nuages. J'étais seule dans le noir, mais je n'étais pas perdue. Je savais où je devais aller. Je devais rentrer chez moi. Et pour ça, il fallait marcher. Il fallait tenir. J'ai croisé une vieille camionnette garée sur le bas-côté. Un homme était assis au volant, il regardait la route, le visage éclairé par le tableau de bord. J'ai hésité. Aurait-il pitié de moi? Ou me regarderait-il avec le même dédain que le jeune homme de la station-service? La peur m'a retenue. Je n'avais plus la force d'affronter un autre rejet. J'ai continué ma route, le cœur serré. Je me suis dit qu'il fallait trouver un moyen de communiquer. Mon fils, Thomas. Il fallait qu'il sache. Qu'il sache ce que sa femme et sa mère lui avaient fait. Qu'elle m'avait abandonné, moi qui l'avais élevé. Il fallait qu'il voie le monstre qu'elles étaient vraiment. Et peut-être, juste peut-être, qu'il me pardonnerait de ne pas être rentré tout de suite. Mais il fallait d'abord que je rentre. Il fallait que je me sorte de là. La nuit était encore longue. Le chemin serait long. Mais je ne renoncerais pas. Jamais. La nuit tombait sur cette ville inconnue. Le froid mordait mes os, un froid qui venait d'ailleurs, un froid qui n'avait rien à voir avec celui de ma chère Provence. J'étais là, plantée devant ce motel sans âme, le vent sifflant dans mes cheveux gris comme un reproche. Mes mains tremblaient, pas seulement à cause de la température. C'était la peur, une peur sourde qui me serrait la gorge. Je regardais la route déserte, espérant un miracle, un signe, n'importe quoi. Mais il n'y avait que le silence, lourd et oppressant. Je me suis assise sur le trottoir froid, serrant mon petit sac contre moi. Dedans, il y avait tout ce que je possédais désormais. Une vieille photo de mes petits-enfants, quelques vêtements froissés, et le peu d'argent que j'avais pu glisser dans ma poche avant qu'elle ne me laisse là. J'ai repensé à leur rire, à leurs mots cruels. « Débrouille-toi, belle-mère !» Elles avaient dit ça en riant, en accélérant, me laissant comme une vieille babiole inutile. Une blague, je m'étais dit au début. Une mauvaise blague. Mais le vide autour de moi, l'absence de tout repère, me disait la vérité. C'était réel. J'ai essayé de réfléchir, de trouver une solution. Appeler qui? Personne ne savait où j'étais. Mon fils. Ah, mon fils. La pensée de lui me donnait un pincement au cœur.
Il était là-bas, loin, et je ne savais même pas comment il allait. Est-ce qu'il savait ce qu'elles avaient fait? Probablement pas. Il était tellement pris dans son propre monde. Un monde qui, je le sentais, n'était pas toujours tendre avec celle qui était devenue sa femme. Les heures passaient. Le ciel s'est couvert de nuages sombres, menaçants. J'ai vu des phares au loin, mon cœur a fait un bond. Une voiture. Mais elle a passé sans ralentir, me laissant dans l'obscurité grandissante. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. C'était trop. Trop dur. J'avais toujours été forte, j'avais toujours trouvé une issue. Mais là, j'étais perdue. Complètement seule. J'ai regardé le panneau du motel. Le repos du voyageur. Quelle ironie. Mon repos à moi était loin, si loin. J'ai serré les dents. Non, je n'allais pas me laisser abattre. Je ne leur donnerais pas cette satisfaction. J'étais une mère, une grand-mère. J'avais une dignité. J'ai regardé mes mains, un peu rougies par le froid. Elles avaient travaillé toute une vie. Elles avaient donné la vie. Elles n'allaient pas rester inertes sur ce trottoir. J'ai pensé à un plan. Un plan simple, peut-être un peu fou, mais un plan quand même. Il fallait que je trouve un moyen de rentrer. Pas forcément chez moi, pas tout de suite. Mais quelque part. Quelque part où je pourrais reprendre mon souffle, reprendre ma vie. J'ai regardé le ciel, une étoile a percé les nuages. Un petit espoir. Je me suis levée, raide, et j'ai commencé à marcher. Dans quelle direction? Aucune idée. Mais je marchais. Et c'était déjà ça. C'était le début de quelque chose. Le début de ma propre débrouille. Ma revanche silencieuse. Le ciel continuait de se charger, une encre épaisse qui avalait les derniers vestiges de lumière. J'avais marché un bon moment, sans but précis, juste pour échapper à ce trottoir maudit, à ce motel qui se moquait de moi avec son nom plein d'ironie. Mes jambes me faisaient souffrir, une douleur sourde qui montait des chevilles jusqu'aux reins. Chaque pas était une victoire contre l'envie de m'effondrer là, sur le bord de cette route inconnue. J'avais vu des gens, des voitures, mais personne ne s'était arrêté. Personne n'avait même jeté un regard. J'étais invisible, une ombre parmi d'autres, sauf que moi, j'avais un poids immense sur le cœur. Je me suis arrêtée devant un petit café, une enseigne lumineuse qui promettait un peu de chaleur. L'idée de m'asseoir, de commander un truc chaud, m'a semblé un luxe inespéré. J'ai jeté un œil dans mon sac. La photo de mes petits-enfants, leur sourire innocent, m'a donné un coup au moral. Comment avais-je pu en arriver là? Mon fils, Thomas, il était où dans tout ça? Est-ce qu'il savait ce que sa femme et sa mère avaient fait? J'avais du mal à y croire. Thomas, mon garçon, celui que j'avais vu grandir, celui qui me serrait fort dans ses bras quand il était petit. Il ne pouvait pas être au courant. Ou alors il avait choisi de ne pas voir. La porte du café s'est ouverte, et une bouffée d'air chaud m'a enveloppée. L'odeur du café, des viennoiseries, m'a rappelé une vie normale, une vie que j'avais perdue en un instant. J'ai hésité. Mon argent. Il n'y en avait pas beaucoup. Juste assez pour un café, peut-être. Mais j'avais besoin de plus. J'avais besoin d'un téléphone, d'une adresse, d'un moyen de contacter quelqu'un. N'importe qui. Je me suis assise à une petite table près de la fenêtre. Une serveuse, jeune, avec un sourire fatigué, est venue me voir. Madame, qu'est-ce que je vous sers? J'ai regardé le menu. Trop cher. Trop compliqué. Juste un café, s'il vous plaît. Noir. Elle a hoché la tête et est partie. Pendant qu'elle préparait mon café, j'ai sorti mon vieux téléphone. La batterie était presque vide. J'ai cherché le chargeur dans mon sac, mais il n'y était pas. Bien sûr qu'il n'y était pas. Elles avaient tout pris, ou presque. Le café est arrivé, fumant. J'ai pris une gorgée. C'était amer, mais chaud. J'ai regardé la rue. Les phares des voitures passaient, des éclats de lumière dans la nuit. J'ai repensé à Élise et sa mère. Leur rire. Leur méchanceté. Je ne comprenais toujours pas. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça? J'avais toujours essayé d'être gentille, d'être une belle-mère aimante. J'avais accepté Élise, malgré les difficultés du début. Elle n'avait jamais vraiment accepté ma présence dans la vie de Thomas. Je n'avais jamais compris pourquoi. La serveuse est revenue. Ça va, madame? Vous avez l'air préoccupée. J'ai levé les yeux vers elle. Son regard était sincère. Oh, vous savez. Des soucis. Des soucis de famille. Elle a souri.
Ah, la famille. On s'en passerait parfois, hein? J'ai souri aussi, un sourire triste. Vous avez bien raison. J'ai pris une autre gorgée de café. Il fallait que je trouve une solution. Il fallait que je contacte Thomas. Il fallait qu'il sache. Qu'il sache ce qu'elle lui avait fait, à lui, à travers moi. Qu'elle m'avait jeté dehors comme une vieille chaussette. J'avais peut-être 68 ans, mes jambes étaient lourdes, mais mon esprit était vif. Je ne me laisserai pas faire. Pas par elle. J'ai regardé mon téléphone. La batterie était à 5%. Il fallait faire vite. J'ai cherché le numéro de Thomas. Je l'ai composé. Ça sonnait. Une fois. 2 fois. 3 fois. J'ai senti mon cœur battre plus fort. Et puis, une voix. Allô? C'était lui. Mon Thomas. Ma voix s'est brisée. Thomas. C'est maman. Un silence. Un long silence. Puis, sa voix, plus dure cette fois. Maman. Qu'est-ce que tu veux? J'ai serré le téléphone, mes mains tremblaient. Thomas, il faut que tu viennes me chercher. Elles m'ont laissé. Il m'a coupé. Laisse-moi tranquille, maman. Je suis occupée. Et il a raccroché. J'ai regardé le téléphone, l'écran noir. La batterie était morte. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. J'étais seule. Complètement seule. Le café, la serveuse, tout ça semblait si loin. J'ai serré mon sac contre moi. Il me restait ça. Mes souvenirs. Mon courage. Et la route. Il fallait continuer. Il fallait trouver un autre moyen. J'ai regardé le téléphone éteint dans ma main. Le silence du café m'a frappé de plein fouet, plus assourdissant encore que le bruit de la rue. La serveuse était partie, je crois. Ou alors je ne la voyais plus. Mon café était froid maintenant. J'ai repoussé la tasse. C'était fini. Thomas ne viendrait pas. Il ne voulait pas savoir. Il avait choisi son camp, celui de sa femme et de sa mère à elle. J'étais une étrangère, une erreur dans leur vie bien rangée. L'amertume dans ma bouche n'était pas seulement celle du café. C'était celle de la trahison, de l'abandon. J'avais toujours cru en lui, en mon fils. J'avais toujours pensé que l'amour d'une mère était inconditionnel, qu'il survivait à tout. Mais là, j'avais la preuve du contraire. Mon amour, mon existence même, ne valait rien à ses yeux. J'ai dû me ressaisir. Je ne pouvais pas rester là, à me morfondre. La nuit était tombée complètement dehors. Il fallait que je sorte de ce café, que je trouve un autre endroit où aller. Mais où? Les rues étaient désertes, le vent s'était levé, charriant des feuilles mortes qui raclaient le bitume. Chaque bruit me faisait sursauter. J'ai jeté un œil à mon sac. La photo de mes petits-enfants. Leur innocence, leur sourire. Ça me donnait une force nouvelle. Je ne pouvais pas les laisser tomber. Je devais me battre pour eux, pour qu'ils se souviennent de leur grand-mère. Pas de cette image de femme abandonnée, perdue. J'ai repensé à mes années de travail, à ma vie. J'avais toujours été forte, débrouillarde. J'avais élevé mon fils seul après la mort de son père. J'avais traversé des épreuves, surmonté des difficultés. Cette fois-ci, ce serait pareil. Je trouverais un moyen. J'ai quitté le café sans rien dire. La serveuse n'était pas là pour me dire au revoir. Tant mieux. J'ai marché, le froid mordant mes joues. J'ai cherché une lumière, une âme qui pourrait m'aider. J'ai vu une petite église, son clocher se détachant sur le ciel noir. Peut-être que là-bas, je trouverais un peu de réconfort. Ou au moins, un endroit pour passer la nuit sans être dehors. En m'approchant, j'ai remarqué une petite lumière à l'intérieur, près du confessionnal. Quelqu'un était là. Un prêtre? Ou juste un gardien? J'ai hésité. Parler à un inconnu, encore. Mais j'étais désespérée. J'ai poussé la lourde porte en bois. Le silence à l'intérieur était apaisant, contrastant avec le vent hurlant dehors. Une silhouette se tenait là, penchée sur un livre. C'était un homme âgé, le visage marqué par le temps, mais ses yeux brillaient d'une douce lumière. « Bonsoir, ma fille, a-t-il dit, sa voix calme et posée. Vous cherchez quelque chose. » J'ai senti mes jambes flageoler. Je ne pouvais plus tenir debout. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Les mots me manquaient, emporté par le flot de mes émotions. J'étais arrivé au bout du rouleau. Il fallait que je me confie, que je trouve une oreille attentive. Cet homme, avec son regard bienveillant, semblait être la seule personne dans ce monde qui pourrait m'écouter.
J'ai commencé à raconter mon histoire, ma voix tremblante, les larmes coulant librement sur mes joues. Le vent soufflait fort, un de ces vents d'automne qui vous rentrent dans les os. J'étais assise sur le banc devant le petit café, celui avec les tables en fer forgé et les chaises un peu bancales. Il était là, mon petit coin de paradis, ou plutôt ce qu'il en restait. J'avais commandé un café, un vrai, serré, comme je les aime. La tasse était chaude entre mes mains, un maigre réconfort contre le froid qui montait. Je regardais les gens passer. Des couples, des familles, des jeunes qui riaient en bande. Chacun sa vie, chacun son chemin. Moi, j'étais là, à attendre. Attendre quoi? Je ne savais plus très bien. Peut-être juste que le temps passe, que cette histoire prenne une autre tournure. Mais comment? Comment quand on est seul, si loin de tout ce qu'on a connu? J'ai repensé à cette journée, à ce moment précis où la voiture s'est éloignée, me laissant là, devant cette enseigne lumineuse qui promettait un toit, mais pas un chez-soi. Leur rire résonnait encore dans ma tête, un écho cruel de leur lâcheté. Débrouille-toi, belle-mère. Ces mots, ils m'avaient transpercé le cœur comme des poignards. J'avais cru à une mauvaise blague, à un mauvais tour. Mais non. C'était bien réel. Le café était presque fini. J'ai posé la tasse sur la soucoupe, le petit bruit sec résonnant dans le silence de mes pensées. J'ai sorti mon vieux téléphone, celui qui avait du mal à capter, et j'ai regardé la photo de mon fils. Il avait l'air si jeune, si plein de vie. Avant que tout ne bascule. Avant qu'il ne devienne cet homme que je ne reconnaissais plus, cet homme qui avait fait de la vie de sa femme un véritable enfer. Je me suis levée. Il fallait bien bouger, faire quelque chose. Rester là, à me morfondre, ne servait à rien. J'ai jeté un dernier regard au café, à cette petite table qui avait été mon refuge éphémère. Le monde continuait sa course, indifférent à ma détresse. J'ai marché sans but précis, le long de la rue animée. Les vitrines des magasins scintillaient, pleines de choses dont je n'avais plus besoin, de choses qui ne comptaient plus. J'ai vu mon reflet dans une vitrine. Une vieille dame, le visage marqué par le temps et par la peine. C'était moi. La même, et pourtant si différente. J'ai pensé à elle, ma belle-fille. Qu'était-elle devenue? Était-elle heureuse, loin de tout ça? Je ne savais pas. Mais une chose était sûre, je ne lui pardonnerai jamais. Jamais ce qu'elle m'avait fait subir. Cette trahison, cette cruauté, elles étaient gravées en moi. J'ai continué à marcher, le froid mordant mes joues. Il fallait trouver un endroit où passer la nuit. Un endroit chaud, un endroit sûr. Mais où aller quand on n'a plus de chez soi, quand on est abandonné à des centaines de kilomètres de sa vie? J'ai serré les poings. La colère montait, une colère sourde, mais tenace. Une colère qui me donnait la force de continuer. La force de ne pas céder. La force de me battre. Même si je ne savais pas encore comment. Le prêtre, un homme d'un certain âge, le visage creusé par le temps mais les yeux clairs, m'a regardé avec une douceur infinie. Il s'appelait Bernard. Il ne m'a pas posé de questions, juste m'a invité à m'asseoir sur un banc de bois froid, près de l'autel. L'odeur d'encens et de cire flottait dans l'air, une odeur qui, d'habitude, m'apaisait. Mais là, elle semblait lourde, presque étouffante. J'ai raconté. J'ai raconté tout, sans rien omettre. Le mensonge de Thomas, sa femme, cette histoire de voyage qui n'en était pas une. La façon dont elle m'avait laissé, moi, leur mère, leur belle-mère, sur le bord de la route, comme un vulgaire déchet. Les mots étaient sortis difficilement, un flot de douleur et de honte. Je sentais mes joues brûler, mais je ne pouvais m'arrêter. Bernard écoutait, immobile, son regard bienveillant posé sur moi. Parfois, il hochait doucement la tête, comme pour me dire qu'il comprenait. Il ne m'a pas interrompu, pas une seule fois. C'était la première fois depuis des mois que quelqu'un m'écoutait vraiment. J'avais l'impression de porter un poids énorme, et que chaque mot prononcé allégeait un peu ma charge. Quand j'ai eu fini, un long silence s'est installé. Le vent continuait de hurler dehors, mais ici, dans cette église, une sorte de quiétude s'était installée. J'ai levé les yeux vers Bernard. Il avait un sourire triste. « Ma fille, a-t-il dit, sa voix toujours aussi calme, vous avez traversé une épreuve terrible. Ce qu'elles vous ont fait est impardonnable. » Il a marqué une pause. « Mais vous êtes là. Vous avez survécu. Et ça, c'est le plus important. » Il s'est levé et est allé chercher une couverture dans une petite pièce attenante. Il me l'a tendue. Elle était douce et sentait le propre. Je l'ai enroulée autour de moi,
et j'ai senti une chaleur réconfortante m'envahir. « Il est tard, a dit Bernard. Vous ne pouvez pas rester dehors cette nuit. Venez, je vais vous trouver un endroit où dormir. Et demain, nous verrons ensemble ce que nous pouvons faire. » Je l'ai suivi, les jambes encore un peu tremblantes. Il m'a conduite dans une petite pièce, dépouillée mais propre, avec un lit simple et une petite fenêtre donnant sur la nuit. « Reposez-vous maintenant, m'a-t-il dit. Demain est un autre jour. » J'ai hoché la tête, incapable de trouver les mots pour le remercier. Il est parti, me laissant seule dans le silence de la petite pièce. Je me suis allongée sur le lit, la couverture chaude sur moi. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu peur. J'avais trouvé un refuge, une oreille attentive, et peut-être, juste peut-être, un peu d'espoir. L'image de mes petits-enfants, de leurs sourires innocents, est revenue. Je devais me battre pour eux. Bernard m'avait donné la force de commencer. Le chemin serait long, mais je n'étais plus seule. La nuit était tombée sur la ville, mais dans mon cœur, une petite lumière commençait à briller. Le vent dehors semblait moins menaçant. J'ai pensé à ma belle-fille et à sa mère. Elles avaient cru me briser, me faire disparaître. Mais elles avaient tort. J'étais plus forte qu'elles ne le pensaient. Et j'allais leur prouver. Je me suis endormie, bercée par la promesse d'un nouveau jour. Le soleil se levait à peine quand j'ai ouvert les yeux. La petite pièce sentait le propre, une odeur de lessive et de vieux bois. J'ai regardé par la fenêtre. Un petit bout de ciel gris, quelques toits de tuiles. C'était calme. Trop calme, peut-être. L'église, ce refuge inattendu, semblait si loin de tout le vacarme qui avait secoué ma vie. Bernard était déjà debout, affairé dans la petite cuisine attenante. Il m'a souri en me tendant une tasse de café fumant. Ce n'était pas le café serré de mes habitudes, mais il était chaud, et ça suffisait. « Alors, comment vous sentez-vous ce matin » m'a-t-il demandé, sa voix douce comme un murmure. J'ai haussé les épaules. Fatigué. Mais moins seul. Il a hoché la tête, un léger pli au coin de ses lèvres. C'est déjà ça. On va prendre un petit déjeuner simple. Et ensuite, on réfléchira. Réfléchir à quoi? J'ai demandé, la gorge serrée. L'espoir était là, fragile, mais la peur aussi. La peur de ce que l'avenir me réservait, de ce que j'avais perdu. À la suite, ma fille. À ce que vous allez faire maintenant. Vous ne pouvez pas rester ici éternellement. Assise à la petite table en formica, je mangeais une tartine de confiture. La confiture de fraises, celle que mon Thomas aimait tant quand il était petit. Une douleur sourde m'a transpercé la poitrine. Mon Thomas. Mon fils. L'homme qui m'avait abandonné à mon sort, celui qui avait permis à sa femme et à sa mère de me jeter dehors comme une vieille chaussette. Les mots qu'elle m'avait criés résonnaient encore. « Débrouille-toi, belle-mère !» J'ai serré ma tasse entre mes mains. La colère, cette vieille amie, commençait à gronder en moi. Pas la colère impuissante de la veille, mais une colère plus constructive. Une colère qui me donnait envie de me battre. Bernard m'a regardé attentivement. Il savait. Il avait tout entendu la veille. Il avait vu la détresse dans mes yeux. « Vous avez des petits-enfants, n'est-ce pas » a-t-il dit doucement. J'ai senti mes yeux s'embuer. « Oui. 2. Une petite fille et un garçon. Et vous aimeriez les revoir ?» La question était simple, mais elle était tout. Elle était le moteur qui me manquait. Plus que tout au monde. « Alors voilà notre point de départ » a dit Bernard, un sourire plus franc éclairant son visage. « Nous allons trouver un moyen. Un moyen de vous redonner une vie digne. Un moyen de vous rapprocher de vos petits-enfants. » Il m'a expliqué qu'il connaissait une assistante sociale, une femme formidable qui aidait les gens dans ma situation. Elle pourrait m'aider à trouver un logement, peut-être même un petit travail. Il m'a donné l'adresse d'un centre d'hébergement, un endroit sûr pour la nuit, en attendant que les choses se mettent en place. Je suis sortie de l'église le cœur un peu plus léger. L'air était vif, mais le soleil commençait à percer les nuages. La ville s'éveillait doucement. Les gens vaquaient à leurs occupations, ignorant la tempête qui avait fait rage en moi. Je me sentais étrangement forte. J'avais été jetée à terre, humiliée, abandonnée. Mais j'étais toujours debout. J'avais une raison de me battre. J'avais mes petits-enfants. Bernard m'a accompagnée jusqu'à la gare. Il m'a serré la main. « Tenez bon, ma fille. Vous n'êtes plus seule. » Dans le train, regardant le paysage défiler, j'ai repensé à tout. À la lâcheté de Thomas,
à la cruauté de sa femme et de sa mère. Mais je ne voulais plus me laisser consumer par la haine. Je voulais me concentrer sur l'avenir. Sur ces deux petits visages que j'avais tant aimés. Je savais que le chemin serait long et difficile. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de marcher dans la bonne direction. Le chemin vers mes petits-enfants. Le chemin vers moi-même. Le soleil brillait maintenant dans le ciel, et une petite étincelle d'espoir brillait en moi. Je ne savais pas encore comment, mais je savais que j'allais me battre. Pour eux. Pour moi. Le trajet en train fut long, mais pas autant que les années qui m'avaient semblé s'étirer sans fin. Le paysage défilait, une succession de champs verdoyants, de villages endormis, de villes qui se réveillaient à peine. Chaque kilomètre parcouru me rapprochait un peu plus d'eux. De quoi, au juste? D'un nouveau départ, je l'espérais. L'idée de retrouver mes petits-enfants, de pouvoir enfin les serrer dans mes bras, était un baume sur les plaies encore vives. Bernard m'avait donné une adresse, celle de l'assistante sociale, une certaine Madame Dubois. Il m'avait aussi glissé quelques billets, juste assez pour tenir le coup quelques jours. Ne vous inquiétez pas, m'avait-il dit, son regard franc posé sur le mien. On va s'en sortir. Vous n'êtes pas seul. J'étais arrivé à destination. Une ville anonyme qui ne portait aucune trace de mon passé douloureux. La gare était bondée, un tourbillon de gens pressés, indifférents. Je me suis senti comme une feuille morte emportée par le vent, désorientée. J'ai attrapé ma petite valise, celle que j'avais préparée à la hâte, et j'ai cherché du regard un panneau avec le nom de Madame Dubois. Rien. Juste une foule anonyme. Un léger vent de panique a commencé à souffler en moi. Et si j'avais mal compris? Et si cette adresse était fausse? La peur, cette vieille compagne, revenait me hanter. Je me suis éloigné de la cohue, cherchant un endroit plus calme pour rassembler mes idées. Un petit café, avec sa terrasse en fer forgé et ses chaises colorées, a attiré mon regard. J'ai commandé un café, noir, comme j'aimais. L'odeur familière m'a un peu rassurée. J'ai sorti le papier où Bernard avait noté l'adresse. Centre d'accueil Saint-Michel, rue des Églantiers. Rue des Églantiers. Ça sonnait plutôt doux. Je me suis levé, ma tasse encore tiède à la main, et j'ai demandé mon chemin à un passant. Il m'a indiqué une direction, d'un geste vague. C'est par là, après le pont. Le quartier était plus calme, plus résidentiel. Les immeubles étaient moins hauts, les rues plus arborées. J'ai traversé le pont, le bruit de l'eau sous mes pieds me rappelant le murmure du vent dans les arbres, la veille. J'ai trouvé la rue des Églantiers. C'était une rue paisible, bordée de maisons avec de petits jardins. Et là, au numéro 12, une bâtisse imposante, avec une grande porte en bois sculpté. Le centre d'accueil Saint-Michel. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai poussé la porte. Un couloir long et lumineux s'est ouvert devant moi. Une dame, d'un certain âge, avec des lunettes sur le nez et un sourire bienveillant, est sortie d'une pièce. « Bonjour, madame. Puis-je vous aider ?» C'était elle, sans aucun doute. Madame Dubois. J'ai senti un poids énorme quitter mes épaules. « Bonjour, Madame Dubois », ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. « Je m'appelle. » J'ai hésité un instant. Mon ancien nom me semblait si lointain. « Je m'appelle. Je m'appelle Hélène. » Bernard m'a envoyé. Elle m'a invité à entrer dans son bureau. C'était une pièce chaleureuse, remplie de livres et de dossiers. Elle m'a fait asseoir et m'a tendu un verre d'eau. « Bernard m'a parlé de vous, Hélène. Il m'a dit que vous aviez besoin d'aide. » Ses paroles étaient simples, directes, sans jugement. J'ai raconté mon histoire, encore une fois. Pas tout, juste l'essentiel. Mon fils, sa femme, l'abandon. Elle a écouté attentivement, prenant des notes sur un carnet. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo. « C'est une situation difficile, Hélène. Mais nous allons trouver des solutions. Pour commencer, nous allons vous trouver un logement temporaire. Et ensuite, nous travaillerons ensemble pour vous aider à retrouver vos petits-enfants. » Les mots « retrouver mes petits-enfants » ont résonné en moi comme une promesse. Une lueur d'espoir, plus forte que jamais, s'est allumée. Madame Dubois m'a expliqué les démarches, les aides possibles. Elle m'a parlé d'un petit studio meublé, tout proche, disponible immédiatement. Elle m'a dit qu'elle allait s'occuper de tout. J'avais l'impression de flotter. Après des mois de détresse, de solitude, j'avais enfin trouvé une main tendue, une oreille attentive. J'avais un plan. J'avais un but. Mes petits-enfants.
La pensée de leur visage, de leur rire, me donnait la force de continuer. Je ne savais pas encore comment j'allais y arriver, mais je savais que j'avais fait le premier pas. Le plus dur. La route serait longue, semée d'embûches, mais je n'étais plus seule. Et ça, c'était déjà une victoire. Les jours ont filé, doux et rapides comme une course de colombes. Le petit studio que Madame Dubois m'avait trouvé était modeste, mais c'était un toit, un chez-moi. Les murs blancs, le petit coin cuisine, la fenêtre donnant sur une cour intérieure, tout cela formait un cocon douillet après les affres de la rue. Je me sentais en sécurité, enfin. Chaque matin, je me réveillais avec une énergie nouvelle, celle qui a un but. Retrouver mes petits-enfants. C'était mon mantra, ma bouée de sauvetage. Madame Dubois était un ange. Elle m'aidait dans toutes les démarches. On avait rempli des papiers, des formulaires interminables, pour obtenir des aides, pour prouver ma bonne foi. Elle me rappelait souvent que le chemin serait long, qu'il fallait être patiente. La justice prend son temps, Hélène, me disait-elle, sa voix toujours aussi douce. Je hochais la tête, mais au fond de moi, une impatience grandissait. Chaque jour sans voir mes petits-enfants était une torture. Un après-midi, alors que je triais des vêtements chez Emmaüs, je suis tombée sur un petit jouet, une petite voiture en bois rouge. Le cœur m'a fait un bond. C'était exactement le genre de jouet que Thomas, mon petit-fils, adorait. Je l'ai serré dans ma main, une vague de souvenirs submergeant mes sens. Thomas, son rire cristallin, ses petites mains agrippées à mes doigts. Et puis, il y avait sa sœur, la douce Lise, avec ses couettes blondes et ses grands yeux curieux. Je les avais vus si peu, si brièvement, avant que le voile de la discorde ne tombe. J'ai ramené la petite voiture au studio. Je l'ai posée sur la table de chevet, comme un talisman. Chaque soir, avant de dormir, je la regardais. Elle me rappelait pourquoi je me battais. Pas pour la vengeance, non. La vengeance, c'était une énergie sale, qui rongeait de l'intérieur. Je voulais retrouver la paix, et cette paix, je savais qu'elle se trouvait dans les bras de mes petits-enfants. Un matin, Madame Dubois m'a appelée. Sa voix était plus pressante que d'habitude. « Hélène, j'ai une bonne nouvelle. Le juge a accepté notre demande de droit de visite. » Mon souffle s'est coupé. Les larmes ont brouillé ma vue. C'était donc vrai. Après des mois de lutte, de démarche, d'attente, c'était enfin le début de la fin. On va fixer une première rencontre, Hélène. Un lieu neutre, pour commencer. Le rendez-vous était fixé une semaine plus tard, dans un parc, près de chez eux. Une semaine à attendre, une semaine à répéter dans ma tête ce que j'allais leur dire. J'ai acheté des petits cadeaux, des livres, des jeux. J'ai choisi une jolie robe, celle que Bernard m'avait aidé à acheter, celle qui me faisait me sentir un peu plus moi-même. Le jour J, mon cœur battait la chamade. J'étais là, assise sur un banc, la petite voiture rouge dans ma poche. Le parc était plein d'enfants qui couraient, qui riaient. J'ai vu deux silhouettes s'approcher. Une petite fille, des couettes blondes. Un petit garçon, tenant une voiture rouge. Mon Thomas. Ma Lise. Ils étaient là, devant moi. Le temps s'est arrêté. Je me suis levée, mes jambes tremblantes. Mon regard a croisé celui de ma belle-fille, qui les accompagnait. Un regard étrange, indéchiffrable. Mais je n'ai pas eu le temps de m'y attarder. Mes petits-enfants étaient là. C'était tout ce qui comptait. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine, un oiseau affolé cherchant une issue. Lise, ses couettes qui dansaient au gré de ses mouvements, et Thomas, sa petite voiture rouge serrée dans sa main, comme un trésor. Ils étaient là. Devant moi. Ma belle-fille, dont le visage portait une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer, se tenait un peu en retrait. Un voile de méfiance, peut-être ? Ou juste l'habitude de la distance qu'elle avait si bien entretenue. Je me suis levée, mes jambes flageolantes, une vieille marionnette dont les fils se seraient emmêlés. Lise. Thomas. Ma voix était un murmure rauque, chargé de toutes ces années de silence et de douleur. Thomas a levé ses yeux vers moi, une curiosité timide dans son regard. Lise, elle, m'a regardé avec une douceur qui m'a transpercé le cœur. C'était comme si une partie de moi, oubliée, se réveillait enfin. J'ai fait un pas vers eux, la petite voiture rouge dans ma poche comme un talisman. J'ai senti sa présence rassurante, le souvenir de son rire cristallin. Je me suis agenouillée lentement, pour être à leur hauteur. L'herbe fraîche du parc a caressé mes genoux. « Bonjour, mes chéris », ai-je dit, en essayant de garder ma voix ferme. « Je suis votre grand-mère. » Thomas a regardé sa voiture, puis moi.
Il a semblé réfléchir, peser mes mots. Lise, elle, a souri. Un vrai sourire, celui qui éclaire le visage d'un enfant. Elle a fait un pas en avant, puis un autre, jusqu'à se retrouver juste devant moi. Elle a tendu une petite main vers mon visage. « Tu es gentille », a-t-elle dit, sa voix douce comme une caresse. Mon âme a failli quitter mon corps. Gentille. Ce simple mot, prononcé par elle, valait tous les trésors du monde. J'ai senti les larmes monter, chaudes et incontrôlables. J'ai pris sa petite main dans la mienne, ma peau rugueuse contre sa peau si douce. C'était une connexion, un lien enfin rétabli. Thomas, encouragé par sa sœur, a lâché sa voiture et s'est approché timidement. Il s'est tenu près de moi, un peu hésitant. Je lui ai offert un sourire, le plus sincère que j'ai pu produire. « Tu aimes les voitures ?» lui ai-je demandé. Il a hoché la tête, un mouvement rapide et discret. J'ai sorti la petite voiture rouge de ma poche. « Tiens », lui ai-je dit. « Elle est pour toi. » Ses yeux se sont écarquillés. Il a pris la voiture, l'a regardée avec une attention fébrile, puis l'a serrée contre lui. C'était un geste simple, mais pour moi, c'était une révolution. Le mur de glace qui nous séparait commençait à se fissurer. Lise s'est blottie contre moi, sa petite tête reposant sur mon épaule. Je l'ai serrée doucement, sentant son souffle chaud sur ma peau. C'était un moment suspendu, un instant de grâce volé au temps. J'ai levé les yeux vers ma belle-fille. Elle nous regardait, un léger sourire aux lèvres. Le regard étrange s'était estompé, remplacé par une sorte de curiosité mêlée d'une pointe de regret. Je ne pouvais pas savoir. L'important, c'était ce moment, cet instant précieux où mes petits-enfants étaient enfin près de moi. Nous sommes restés là un long moment, dans ce silence rempli de mots non dits, de sentiments retrouvés. Les rires des autres enfants dans le parc semblaient lointains, comme dans un autre monde. Le nôtre était fait de cette connexion fragile, de cette tendresse naissante. J'ai senti la tension qui m'habitait depuis des mois se dissiper peu à peu. Ce n'était pas une fin, mais un début. Un début timide, certes, mais un début quand même. Ma belle-fille s'est approchée. Elle a posé une main sur l'épaule de Lise. « Il est temps d'y aller », a-t-elle dit, sa voix plus douce qu'auparavant. Lise a levé la tête de mon épaule. Un air de déception a traversé son visage. « Déjà ?» a-t-elle demandé. « On reviendra, n'est-ce pas ?» ai-je murmuré, me tournant vers ma belle-fille. Elle a esquissé un sourire. « Oui, Hélène. On reviendra. » Thomas m'a tendu la petite voiture rouge. « Merci, mamie », a-t-il dit, un peu hésitant. « Mamie ». Ce mot, comme un baume sur mes blessures. J'ai senti une nouvelle vague d'émotions me submerger. « De rien, mon chéri », ai-je répondu, ma voix étranglée par l'émotion. Ils sont partis, Lise me jetant un dernier regard, un regard plein de promesses silencieuses. J'ai regardé Thomas s'éloigner, sa petite voiture rouge bien en vue. J'étais assise sur le banc, le cœur léger, le souffle court. Le chemin était encore long, je le savais. Mais aujourd'hui, j'avais franchi une étape capitale. J'avais vu leur visage, j'avais entendu leur voix, j'avais senti leur présence. J'avais été mamie. C'était tout ce qui comptait. Le soleil déclinait doucement, projetant de longues ombres sur le parc. J'ai souri. Un vrai sourire, cette fois. La vie reprenait ses droits, lentement, mais sûrement. Et j'étais prête à me battre pour chaque instant. Pour chaque sourire. Pour chaque mamie. Le silence s'étirait entre nous, épais comme le brouillard matinal sur la Seine. Je la regardais, ma fille, ou plutôt celle qui avait été ma belle-fille, assise en face de moi dans ce petit café parisien, celui où l'on venait parfois pour un croissant et un bol de café au lait, loin de la cohue des grands boulevards. Il y avait tant de choses à dire, tant de non-dits qui nous séparaient, plus encore que les kilomètres qui m'avaient jadis laissé sur le bord de cette route déserte. L'amertume, je la sentais toujours, une vieille blessure qui ne cicatrisait jamais vraiment, mais aujourd'hui, une autre émotion pointait. Une sorte de lassitude, une fatigue de porter ce poids. Elle avait fait le premier pas, cette fois. 52 appels, avait-elle dit, désespérée. Je n'en avais pas douté. La vie avec mon fils, c'était effectivement un enfer qu'elle avait subi de plein fouet. Je la voyais dans ses yeux, cette lueur de fatigue, cette ombre de tristesse qui avait remplacé l'éclat de jeunesse que je connaissais. Elle avait beaucoup changé. Elle n'était plus cette jeune femme insouciante qui avait cru trouver le bonheur. La réalité l'avait rattrapée, violente, cruelle. Maman. Sa voix était rauque, hésitante.
Elle avait du mal à prononcer ce mot, ce lien qui nous unissait malgré tout. Je me souvenais de la première fois qu'elle m'avait appelé ainsi, avec une tendresse sincère. C'était avant tout ça. Avant le mensonge, avant l'abandon, avant cette cruauté dont je ne me remettais toujours pas tout à fait. Je hochai la tête, sans rien dire. Que pouvais-je dire? Que je comprenais. Que je lui pardonnais. Le pardon, c'était un mot bien trop grand pour l'état dans lequel j'étais. J'avais été si mal, si profondément blessée. Me retrouver seule, sans un sou, sans personne, à des centaines de kilomètres de chez moi, c'était une humiliation que je n'oublierai jamais. Les mots qu'elles avaient criés, ces rires moqueurs. Ça résonnait encore dans ma tête, comme un écho lancinant. « Je sais que je t'ai fait du mal, » reprit-elle, les larmes aux yeux. « Et je sais que tu ne pourras jamais m'oublier. » Mais je ne pouvais plus continuer comme ça. Il me détruisait. Il me traitait comme de la merde. Pour ce que tu as vécu, pour ce que tu as subi. Il me le rappelait sans cesse. Il disait que j'étais complice, que j'avais laissé faire. Elle sanglotait maintenant, discrètement, essayant de ne pas attirer l'attention. Les gens autour de nous continuaient leur vie, insouciants, absorbés par leurs conversations, leurs journaux, leurs croissants. Personne ne voyait la douleur qui se lisait sur nos visages. « J'ai essayé de le quitter », murmura-t-elle. Des dizaines de fois. Mais il revenait toujours. Il me manipulait, il me faisait culpabiliser. Et puis, il y avait toi. J'avais honte. Honte de ce qu'elle t'avait fait. Honte de ne pas avoir eu le courage de te défendre, de te ramener. Je la regardais, et pour la première fois depuis longtemps, je ne voyais pas seulement celle qui m'avait trahi. Je voyais une femme brisée, piégée dans une relation toxique, une relation qui lui avait volé sa joie de vivre. Elle avait raison, la vie avec mon fils était un enfer. Un enfer qu'elle avait partagé, et qu'il avait consumé. Je me suis sentie tellement seule, dit-elle, la voix brisée. J'ai cherché de l'aide partout. Et puis, j'ai pensé à toi. Je me suis dit que peut-être que tu pouvais comprendre. Ou que tu pouvais me dire de partir. Je ne savais plus quoi faire. Elle avait fait des appels désespérés, oui. Et moi, j'avais fini par répondre. Pas par pitié, pas par oubli. Mais parce que, au fond de moi, une petite flamme de ce que j'avais été autrefois brillait encore. Une flamme de justice, peut-être. Une flamme de revanche, certainement. Je ne sais pas ce que tu veux, dis-je enfin, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Mais je sais une chose. Je ne suis pas retournée chez moi. Je ne suis pas rentrée dans cette maison qui m'avait tant donné et qui m'avait ensuite tout pris. J'ai refait ma vie. Lentement, péniblement, mais je l'ai refaite. Sans eux. Sans toi. Elle baissa la tête, les épaules voûtées. Elle savait que j'avais raison. Elle savait que j'avais été la victime, mais elle avait aussi été une complice involontaire, une marionnette dans les mains de mon fils. Je ne te demande pas de me pardonner, dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. Je voulais juste te dire que je suis désolée. Vraiment désolée. Et que je ne pouvais plus vivre dans cette prison. Je pars. Je pars loin. Je ne reviendrai pas. Elle se leva, hésitante. Elle me regarda une dernière fois, un regard plein de regret et de tristesse. Puis, elle tourna les talons et sortit du café, disparaissant dans la foule parisienne. Je restai assise, le bol de café refroidissant entre mes mains. La vengeance, je l'avais eue. Pas celle que j'avais imaginée, pas celle qui aurait fait du mal à celle qui m'avait fait du mal. Ma vengeance, c'était d'avoir survécu. D'avoir reconstruit ma vie, de mes propres mains, loin de leur emprise. Et de savoir qu'elles avaient, chacune à leur manière, payé le prix de leur lâcheté. Le silence était revenu, mais cette fois, il était différent. Moins lourd, moins amer. Il était le silence de la faim. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.